L'idée du roman, hein, si on avait plus de temps, on va parler de la structure du roman, notamment en 4 parties bien distinctes, on dirait des scènes théâtrales et surtout qui fonctionnent comme un thriller. Parce qu'il y a cette enquête, on doit chercher qu'est-ce qui est arrivé à Pénélope, et ainsi de suite. Mais juste une dernière question qui va faire le pont avec Pascal Brückner, justement, par rapport à la foi. Est-ce que pour vous, la foi est indissociable de la soumission et de la souffrance? C'est un petit peu ce qu'on trouve chez Pascal Brückner. C'est tout le contraire. Pour moi, c'est tout le contraire. La foi, c'est la lumière. Donc on est loin de la soumission, on est loin de la souffrance. La foi, c'est la lumière, c'est la transparence. C'est l'inverse de l'extrême solitude. Et il y avait 2 raisons, si j'ai encore 1 minute, j'ai 2 raisons pour lesquelles ces pauvres moniales se faisaient du mal. La première, c'est que c'est très difficile de demander à quelqu'un de vivre en dehors de sa communauté. Il faut vraiment avoir le cœur très fort, très dur, très bien trempé pour pouvoir survivre à une exclusion permanente. Parce que c'est ça le risque, n'est-ce pas? D'ailleurs, il y a eu dans l'histoire de ce monastère, qui est une fiction, 3 jeunes moniales qui se sont suicidées parce qu'elles ne tenaient plus le coup, ni moralement, elles ne supportaient pas la douleur, elles ne supportaient pas l'exclusion. Donc ça, c'était vraiment un des 2 motifs. Et puis l'autre motif, qui rejoint un petit peu voilà, l'histoire de Van Gogh qui se coupe le lobe de l'oreille, l'histoire des prisonniers du Goulag racontée par Siniavski, c'est quand on doute de sa propre existence. Et là, on est prêt à tout pour se rassurer, pour se dire « j'existe ». Alors, dans ce roman, il y a un détail qui est autobiographique. C'est les moniales, donc elles se font du mal aux pieds, elles boitent. Elles ne peuvent pas se faire beaucoup de mal aux mains parce qu'elles doivent travailler, elles travaillent toutes. Et donc, qu'est-ce qu'elles se font avec la pointe du médium droite? Elles tournent comme ça sur le dos de la main gauche et en ce faisant, elles brûlent le dos de la main gauche. Moi, j'ai passé 11 années en internat, à une époque où on était très éloigné des parents. Eh bien, à un moment donné, c'était la mode à l'école. Et tout l'internat faisait ça. Et on se brûlait. On avait véritablement le dos de la main, pour les droitiers, c'était la main gauche. On avait le dos de la main qui était brûlé. On avait cicatrice après cicatrice. Et les professeurs nous regardaient. J'ai encore devant mes yeux leur regard apeuré. Et ils nous disaient, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous? Et qu'est-ce que nous faisions? Nous rigolions. Et aujourd'hui, quand je pense au fait que nous rigolions, là je lis la détresse qui nous amenait à nous faire du mal. Merci beaucoup, Médine Arti. Donc, je vous arrête malheureusement parce que sinon, il ne serait plus de temps pour Pascal Brückner. Et romancier, philosophe, et que vous connaissez encore une fois, qui se passe de réputation, polémiste averti, si je peux dire, connu entre autres pour son fameux essai Le sanglot de l'homme blanc, paru déjà en 1983, et auteur d'une trentaine de titres qui lui a valu des distinctions prestigieuses comme le prix Médicis de l'essai pour la tentation de l'innocence, encore le prix Unodo 1997 pour son roman Les voleurs de beauté. Donc, son œuvre est traduite dans de nombreuses langues et adaptée au cinéma, notamment son roman Lune de fiel par Roman Polanski en 92. Il est membre de l'Académie Goncourt depuis février 2020. Donc voilà, aujourd'hui, Pascal Brückner avec un essai. Et je souffre, donc je suis, sous-titré Portrait de la victime en héros. Ce livre s'inscrit dans le prolongement un peu, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, de la tentation de l'innocence, où vous parliez déjà de l'infantilisme et de la victimisation comme les maladies de l'individu contemporain des sociétés occidentales, que vous identifierez comme étant
ces travers de la société occidentale comme l'autocomplaisance, le dolorisme, la concurrence victimaire, l'ultraféminisme radical, le rockisme, et le ressassement des massacres passés, etc. Donc vous définissez, je vous cite, la victimisation comme l'appropriation d'un titre que l'on ne mérite pas. Vous parlez même de fausses victimes qui se multiplient, et cette décoration symbolique nous accorde tous les droits. Elle nous rend plus intéressants, nous sort de la masse anonyme, nous existons enfin en pleine lumière. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, l'idée de ce livre m'est venue d'une période postérieure aux attentats du Bataclan, en 2015, quand François Hollande a proposé que les victimes soient décorées de l'ordre de la Légion d'honneur. Et le grand chancelier de la Légion d'honneur a dit que c'est hors de question. Cette institution n'a pas été fondée pour les victimes, mais pour les gens qui se battent, plutôt pour les héros. Et donc on a créé une médaille des victimes. Elle existe en Espagne, elle existe dans d'autres pays, qui a le 4e rang dans l'ordre protocolaire des récompenses de la République, devant la Croix de guerre et devant les différents mérites liés aux soldats. Et là aussi, les gens d'armée ont protesté. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça, à mon avis, ça pointe un basculement, c'est-à-dire que pour la première fois, celui ou celle qui a subi vaut mieux que celui ou celle qui agit, et donc le malheureux a plus de valeur que le valeureux. Et donc, à mon avis, c'est quand même un symptôme très intéressant de notre époque. Et je voudrais signaler à Paris la plaque qui honore la mémoire de... j'oublie son nom, de ce gendarme qui est mort à Grève. Arnaud Beltrame, voilà, merci. Et la plaque dit ceci: Arnaud Beltrame, victime de son héroïsme. Alors que non, il n'est pas victime de son héroïsme, il a été rehaussé par son héroïsme. Mais ça dit quelque chose, en tout cas de l'époque. Peut-être des gens qui ont posé cette plaque à la mairie de Paris, globalement. Et donc cette insistance sur la victime, elle vient effectivement directement du christianisme. Donc là, je rejoins le propos de Médine. Effectivement, le personnage de Jésus qui a tellement choqué les Romains, c'est que le Fils de Dieu se fait crucifier sur la croix comme un esclave. Il parle au nom de tous les humiliés, des malades, des faibles, des déjetés de la société. Et les philosophes romains des 5 premiers siècles disent qu'il n'est pas possible qu'un homme qu'on crucifie soit le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu doit apparaître en majesté. Et la grande révolution chrétienne, à mon sens, évidemment j'ai baigné dans le catholicisme pendant tant d'années que j'en suis imprégné, c'est d'avoir inversé la relation. Les forts n'ont plus raison parce qu'ils sont forts, mais au contraire ce sont les faibles qui détiennent la vérité de l'humanité, et c'est aux faibles qui râlent le paradis, la présence auprès du Seigneur. C'est globalement le message de l'Évangile qui était déjà présent dans le judaïsme et qu'on retrouve évidemment dans les 3 monothéismes chrétiens, et aussi peut-être dans l'islam. Hélène pourra peut-être mieux nous éclairer là-dessus. Mais donc c'est une révolution anthropologique, mais qui... alors comment dire, d'un mot, s'occuper des victimes, c'est le fondement de la civilisation. Vous ne pouvez pas laisser votre frère mourir dans la rue, vous ne pouvez pas laisser vos proches agoniser, les malades doivent être soignés, même dans une guerre, les blessés ennemis doivent être pris et emmenés à l'hôpital. Mais sur cette grande conquête de l'humanité, s'est greffée la victimisation, c'est-à-dire une sorte de perversion des victimes, où, comme vous l'avez dit, Louis-Philippe, un certain nombre de gens veulent s'emparer du statut de victime sans avoir souffert souvent de rien d'autre que du malheur d'être né un jour. Voilà, je suis né, donc je mérite peut-être qu'on considère ma vie comme étant une épopée extraordinaire. Et parce que dans notre monde aujourd'hui, en tout cas dans la civilisation occidentale, le statut de victime vous donne tous les droits et vous soustrait à tous les devoirs. Vous êtes rehaussé dans une niche. Une niche comme les saints dans la niche à l'église. Alors on peut dire qu'il y a eu 3 grands stades dans l'histoire des 2 millénaires récents. Dans le christianisme, Métine en parlait tout à l'heure, la souffrance est rédemptrice. Il faut souffrir pour accompagner la passion du Christ. Et alors dans les ordres religieux, effectivement, cette souffrance est valorisée, même si les chrétiens ordinaires n'ont plus envie de souffrir.
prennent des antalgiques et des anesthésies quand on les opère. Ils n'ont aucune envie d'aller sur une table de dissection et de souffrir le martyre. Donc ça, c'est classiquement ce qu'on vous enseigne au catéchisme. Dieu t'accompagne dans la souffrance. Bon. Qui n'est pas la bonne interprétation. Non, je sais, c'est le christianisme sacrificiel. La deuxième attitude face à la souffrance, c'est ce que institue le Code civil à partir de 1804, c'est l'idée que toute blessure involontaire donne lieu à réparation. C'est donc la naissance du droit et du droit de la réparation, qui est aujourd'hui évidemment un domaine gigantesque. Si par exemple vous êtes blessé dans un accident de train, le 19e siècle a connu des centaines d'accidents de train, si une chaudière explose, si sur votre lieu de travail vous êtes victime d'un accident, vous êtes le droit contraint la compagnie ou votre patron à vous indemniser. Donc ça, c'est un énorme progrès, effectivement. Nous ne sommes pas responsables de tous les accidents qui nous arrivent. Et puis la dernière étape, c'est l'étape de la victimisation qui, par une sorte de miracle, de transsubstantiation, nous restons toujours dans le langage religieux, vous permet en quelque sorte d'être ressuscité de votre propre vivant. Vous appartenez à une minorité souffrante, il vous est arrivé un accident qui vous a élevé dans une sorte de nouvelle aristocratie, et donc vous êtes littéralement intouchable, et on vous regarde avec une considération. Et donc la victimisation, qui s'applique à des États, qui s'applique à des religions, à des peuples tout entiers, la victimisation, c'est en quelque sorte une nouvelle aristocratie, née tout au long du XXe siècle, et qui est très puissante aujourd'hui, où c'est un ordre nobiliaire, où vous êtes en quelque sorte, vous êtes anobli par cette qualité, et on voit qu'aujourd'hui, dans un certain discours, il y a une transmission héréditaire du statut de victime, et une transmission héréditaire du statut de bourreau. Donc, fils de bourreau, vous êtes vous-même un bourreau, fils de victime, fils ou fille, vous êtes vous-même une victime. Et ça pose évidemment un certain nombre de problèmes, notamment, c'est le problème de, je dirais, pour aller vite, le problème de la naissance. Un enfant qui naît, c'est la promesse d'une nouvelle route prise par l'humanité. Chaque enfant n'est pas censé reproduire les querelles ou les mémoires de ses parents ou de sa famille, puisque toute famille est une sorte de nœud de vipère où on ressasse des vieux griefs. Il est supposé peut-être prendre la tangente et aller ailleurs. Mais avec cette théorie, qui est en réalité une théorie de la fatalité, la mémoire génétique, la mémoire familiale, revit à travers vous, et vous la transmettrez ensuite à vos propres enfants, et jusqu'à la fin des temps. Donc c'est la victimisation, d'une certaine façon, c'est une théorie de la malédiction. La malédiction ne s'arrête jamais. Les grandes paix dans le monde, si on pense simplement à la paix entre la France et l'Allemagne, scellée par De Gaulle et Adenauer, je ne sais plus quand exactement, on dit la malédiction s'arrête. On ne se fera plus la guerre, c'est fini, on arrête là. La réconciliation entre catholiques et protestants, aussi organisée par la République, c'est une manière de dire on ne va plus s'égorger au nom de Dieu, on va essayer de dialoguer, de mettre en avant nos différences. Mon père était protestant, ma mère catholique, donc ils ne se sont pas égorgés pour cette raison-là, peut-être pour d'autres, d'incompatibilité, mais ça c'est une histoire personnelle. Justement, une question à ce propos, Pascal Boutner. Et tout ce qu'on a tendance aujourd'hui à ce qu'on appelle les acquis sociaux, finalement, mais vous les voyez un peu, j'ai l'impression, comme quelque chose qui débouche sur un être humain, sur un occidental, un être fragile, hypersensible, surprotégé, peu enclin à l'effort d'une certaine façon, pour ne pas dire paresseux, alors que l'homme occidental n'a jamais été aussi bien, dites-vous, au vu des progrès réalisés, des acquis depuis le Moyen-Âge. Mais il est plus tourmenté, je vous cite, par les biens qu'il n'a pas que par ceux déjà acquis. Oui, c'est l'histoire d'une société de 1945. Donc, effectivement, ma génération a déjà été très favorisée par rapport à celle de mes parents et de mes grands-parents, puisque nous avons eu la société de consommation, la paix, l'absence de maladie. Le sida est apparu tardivement à la fin du XXe siècle, même s'il a été très cruel. Et donc, nous avons pris l'habitude de considérer que les acquis étaient en quelque sorte irréversibles et surtout mérités. Que le monde devait célébrer notre apparition sur Terre
avec une abondance illimitée dans l'histoire de l'humanité. Et cette mentalité, nous l'avons propagée à nos enfants, à nos petits-enfants, et aujourd'hui, les générations X et Z, les générations nées à l'aube de l'an 2000, ou un peu avant, sont plus encore enracinées dans cette mentalité. Et avec à ce trait de caractère, d'enfant gâté, se rajoute aussi, surtout en France, l'existence de l'État-providence. Alors l'État-providence, qui a été créé par De Gaulle et les communistes en 1945, c'est extraordinaire. C'est une protection qui nous garantit que nous ne serons pas abandonnés de la naissance à la mort, même si aujourd'hui il y a des trous dans la raquette et que le filet de sécurité est moins sûr qu'avant. Mais le côté pervers de cette merveilleuse invention, c'est que quoi que nous recevions, quoi que fasse l'État pour nous, ça n'est jamais assez. Et nous réclamons toujours des prestations supplémentaires. Nous voulons toujours plus, pour reprendre le titre d'un livre de Françoise Closet qui avait eu beaucoup de succès il y a 10 ou 20 ans. Et ce toujours plus a succédé aujourd'hui le jamais assez. Et au fond, chaque fois qu'on nous demande des efforts, chaque fois qu'on nous demande de travailler plus longtemps, ou par exemple de raccourcir l'assurance chômage, nous disons c'est une violation de nos droits. Et alors cette mentalité est particulièrement perceptible dans les réformes qui ont été faites à l'école à partir des années 70, donc après mai 68, quand la valeur du travail, la valeur de l'apprentissage, de l'apprentissage des matières scolaires a été en quelque sorte dévalorisée ou a été récusée au nom de la liberté de l'enfant, de son génie, de son épanouissement. Toutes ces idées-là étaient déjà présentes. Elles viennent de Rousseau, elles viennent de Rimbaud, mais il n'est pas vrai qu'un petit garçon et une petite fille de 4-5 ans sont des petits Rimbaud. Mais justement, je voulais arriver avec vous, il avait souligné cette partie. Ça se saurait, la position sur l'école, où vous dites que même l'étude est parfois assimilée à de l'oppression. L'école, après les années 70, a souvent renoncé à instruire. Résultat, le niveau baisse, l'illettrisme progresse, les écoles privées qui privilégient encore le souci de l'excellence et de la compétition fleurissent. Cette suspicion vis-à-vis du labeur provient d'abord de l'hédonisme dominant qui déteste l'assiduité. Et pour vous, il n'est pas d'éducation qui ne soit douleur, extension de son esprit à travers l'expérience de l'étrangeté. Et que faites-vous alors des modèles pédagogiques de Steiner, de Montessori ou de Freinet, ces modèles qui accordent une place plus importante à l'environnement naturel, par exemple, qui vise à protéger l'enfant contre l'exploitation des machines, de la technologie, et qui mettent en avant les activités créatives et artistiques. Que faites-vous de ces modèles ? Non, mais je trouve que ce sont des expériences pédagogiques passionnantes et je ne les conteste pas, mais quelles que soient les entreprises que l'on développe pour atténuer le caractère un peu autoritaire de l'éducation ancienne. Moi j'ai connu les deux, j'ai connu l'éducation à l'ancienne avec les règles, le bonnet d'âne et les coups, parce que c'était comme ça, et qu'au fond, j'en suis sorti, et plutôt bien. Mais évidemment, jamais je n'appliquerai ça à mes enfants, je trouve que c'est humiliant, et je pense qu'il faut éviter d'humilier l'enfant. Mais quels que soient les efforts que l'on fait pour atténuer la difficulté du savoir, vient un moment où quand vous êtes jeune, eh bien, la passion que l'on peut avoir pour ce qui est étranger à notre monde, une langue étrangère, une matière difficile, l'algèbre, les mathématiques, la passion pour la littérature, pour la géographie, pour l'histoire, tout cela requiert quand même un arrachement à soi-même qui est difficile. Moi, j'ai mis des années à apprendre à lire, donc je sais ce que c'est difficile, mais c'est quand même, au final, la récompense est extraordinaire. Et alors aujourd'hui, on se dit qu'on peut, à un certain âge, continuer à apprendre des choses qu'on a ratées au cours de sa vie, malheureusement, et on en est très, très, très malheureux. On se dit, zut, j'aurais dû faire ça, il me manque ce domaine-là. Mais en tout cas, quelles que soient ces méthodes pédagogiques douces, la douceur des maîtres ou la douceur des enseignants n'empêche pas que le travail reste à fournir. Et c'est pareil pour la musique, pour le piano, pour des choses comme ça.
Vous savez, mais ceux qui réussissent, c'est ceux qui s'acharnent. Et donc, un des messages de l'école moderne, et je le déplore, et d'ailleurs les résultats sont là, hein, c'est les écoles privées triomphent, tout simplement parce que les parents veulent que les enfants réussissent. Et donc, un des messages, c'est bon, tu es très bien comme tu es, tu ne te casses pas la tête, et de toute façon, dans la mythologie du cancre, le cancre, c'est le futur génie, c'est celui qui va faire fortune. Moi, quand j'avais 10 ans, je lisais, il y avait ce livre, Le Cancre, je ne me souviens plus qui avait écrit ce livre, on se disait tous, mais si je ne fous rien, je vais certainement faire fortune, parce qu'il n'y a que les crétins qui travaillent, et moi je vais découvrir à l'âge de 20 ans la formule magique pour gagner beaucoup d'argent et pour exceller dans les domaines où j'étais mauvais. Et donc cette attitude de dédain du travail, c'est aussi une manière de dédaigner le passé. Justement, est-ce que